l'écriture du symptôme, Freud a amorcé une révolution dans la reconnaissance et dans la prise en charge de la souffrance organique, corporelle et psychique de l'être humain. Si je dis amorcé, vous vous en doutez, c'est que le message freudien est loin d'être entendu, encore aujourd'hui, dans le champ même où il devrait être le plus attendu. Mais au contraire, il est traité de la même manière que le désir inconscient. Il est refoulé, ignoré, voire même rendu non advenu. Cette résistance névrotique, basée sur des préjugés et des arguments spécieux, témoigne justement de ce qui constitue la plus grande découverte freudienne. La raison de l'être humain est profondément altérée par son corps, par ses pulsions et par le rapport qu'il entretient sans le savoir avec son désir inconscient. À côté de l'aliénation mentale, que l'on peut facilement reconnaître dans les formes, les manifestations délirantes et hallucinatoires de l'être psychotique, se cache une forme d'aliénation bien plus pernicieuse, car beaucoup plus masquée, que Freud a su reconnaître comme étant celle de l'homme normal. Car ce que Freud a su découvrir, c'est justement l'influence de notre corps et de nos pulsions sur notre discernement, l'influence de notre libido sur la part de notre personnalité qui lutte sans le savoir contre le retour du désir refoulé. Il est d'autant plus difficile ici de repérer le symptôme qu'il est confondu avec la personne elle-même en tant qu'elle peut avoir conscience d'elle-même. Lacan le décrira dès son deuxième séminaire en ces termes, je le cite. Le moi est structuré comme un symptôme. À l'intérieur du sujet, il n'est qu'un symptôme privilégié. C'est le symptôme humain par excellence, c'est la maladie mentale de l'homme. Avant que les symptômes de l'obsessionnel ne commencent à devenir envahissants et tapageurs, ils se présentent sous le voile d'une normalité extrême, d'une normalité, si je puis dire, de président. Non seulement la formation de compromis, qui se manifeste dans la personnalité scrupuleuse et excessivement consciencieuse, est difficile à repérer, mais elle est même mise en avant comme une qualité, comme une forme de supériorité éthique. Il fallait le génie de Freud pour remarquer que ces traits de caractère valorisés socialement masquaient des désirs inconscients, à la fois inavouables et inavoués, qu'ils sont eux-mêmes des formations symptomatiques. C'est ainsi qu'un être rationnel, qui se distingue par des capacités de réflexion éminentes, peut également présenter à son insu des troubles du raisonnement qui peuvent affecter certains de ses préjugés et de ses attitudes. Demandez à Lava, par exemple, s'il se rend compte de la part de jouissance qu'il retire dans le fait de retenir son précieux. Il trouvera tout un tas de raisons pour justifier et atténuer ce que lui-même ignore, cette part de vérité qui se souffre dans son symptôme et dont il ne veut rien savoir. Car à la différence de l'hystérique, dont les symptômes peuvent paraître beaucoup plus bruyants, la haine de l'obsessionnel se diffuse insidieusement, sous le masque de la rationalisation, remettant tous les jours à l'ouvrage son travail de sape du désir de l'autre. C'est bien parce que le symptôme est incorporé à sa raison que tout traitement moral chez l'obsessionnel finit par échouer. Qu'il s'agisse des bons conseils du médecin ou du programme en plusieurs temps du thérapeute comportemental, nous observons que les nouvelles prescriptions sont réintégrées par l'obsessionnel dans son cycle infernal de mesures défensives à l'égard de sa haine et de sa sexualité. Aujourd'hui, la névrose obsessionnelle, cette structure psychique d'une richesse clinique et théorique incommensurable, celle dont Freud dira qu'elle constitue assurément l'objet le plus intéressant et le plus gratifiant
de l'investigation analytique, est réduite dans certains manuels de psychiatrie en un mot, TOC. Peut-on considérer cette forme de régression de la recherche clinique comme un signe de la névrose elle-même, qui se traduit ici dans une façon de déchoir le signifiant au rang d'objet? Dans ce manuel, en effet, le symptôme est mis à distance, isolé, non seulement de la maladie qu'il représente, mais des autres symptômes qui en constituent l'entité nosologique. Cette forme de destruction des grandes classifications cliniques n'est-elle pas la marque de l'altération de la logique et du raisonnement que produit le conflit psychique? Cette façon d'isoler le symptôme de la maladie n'est-elle pas un mécanisme de défense que l'on retrouve essentiellement dans la névrose obsessionnelle? De plus, au niveau thérapeutique, cette façon de répondre à la demande du patient par ce court-circuitage moléculaire ou suggestif du symptôme, n'est-ce pas une manière insidieuse non seulement de ne pas reconnaître le désir de l'autre, mais surtout de le détruire? Je vais conclure. En découvrant la maladie de l'homme normal, Freud a non seulement introduit un bouleversement dans la prise en charge des symptômes, mais il a également entaillé la position de maîtrise des soignants, en montrant les limites de leur propre raisonnement. Si le jugement de l'être humain est biaisé, affecté par ses propres mouvements pulsionnels, comment peut-il accueillir le symptôme de ses semblables sans faire les plus grandes erreurs de diagnostic et de traitement? Comment peut-il finalement ne pas collaborer sans s'en rendre compte à la formation symptomatique de celles et ceux qu'il a la volonté de soigner? Je vous remercie.